à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire pour la présentation de l'étude sur l'évolution des facteurs d'attractivité du point de vue des agences d'attractivité. Alors, comment nous est venue cette idée? Eh bien, quand j'ai commencé au CNER en janvier 2024, j'ai pas mal observé l'évolution, tout ce qui tourne autour de l'attractivité, du métier et puis des facteurs d'attractivité. Je m'y suis intéressée un petit peu, puis j'ai créé ce projet il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas fait ce travail toute seule. J'ai été formidablement accompagnée par une spécialiste en la matière, Lise Bourdeau-Lepage, qui nous accompagne aussi aujourd'hui pour ce webinaire et que je remercie grandement. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole pour nous parler de la méthodologie de l'étude. Merci. Oui, merci beaucoup, Cynthia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, voilà. Ça y est, pardon. Du coup, voilà, donc c'est vrai qu'on a démarré ce projet en juillet, je crois, le premier message qu'on a dû s'envoyer, c'était en juillet dernier. Donc, comment vous dire? En fait, on a eu une méthodologie un petit peu particulière, dans le sens où on a fait le choix d'avoir des récits et des entretiens de long cours qui durent entre 30 et 1h15 auprès de chargés d'attractivité. Donc, on a fait, il y a eu 13 entretiens qui ont été enregistrés, retranscrits. Donc, ces entretiens, en fait, ils ont, pour tout dire, l'échantillon, il nous fallait quand même une représentativité, en fait, de nos entretiens pour pouvoir vraiment dire quelque chose qui a du sens, qui soit représentatif. Donc, on a décidé, en fait, de prendre un échelon qui soit d'abord un échelon départemental, plus ensuite avoir une meilleure représentativité des agences à l'échelon local et deux agences à l'échelon régional. Parallèlement à ça, il fallait que conditions-là, on croise les missions, parce qu'on a des agences qui vont travailler sur l'attractivité résidentielle ou l'attractivité économique, comme Solutions Co, par exemple, et des agences qui vont travailler sur l'attractivité résidentielle de talent et l'attractivité économique, comme l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. À côté de ça, on avait aussi la volonté de voir ce qui se passait en termes d'attractivité médicale, puisque c'est quelque chose qui est longtemps. Donc, on a essayé finalement de croiser les échelons avec les missions. À cela, en tant que géographe, on a souhaité également qu'on ait une représentativité spatiale, donc on ait en fait des agences qui soient situées sur l'ensemble du territoire français. Pour les agences qui sont situées en dehors du territoire, j'allais dire, on va dire hexagonal, on a pu, avec la deuxième méthode qu'on a mis en place, notamment un questionnaire en ligne, pouvoir avoir accès aux réponses d'agences qui sont situées en dehors de l'Hexagone. Donc ça, pour vous dire, on a eu 30 personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne. L'objectif de ce questionnaire en ligne, c'était comme pour les entretiens, c'était évidemment d'identifier les éléments qui ont changé au cours des dernières années en termes d'attractivité, puis de voir aussi quels sont les éléments qui sont apparus ou qui émergent aujourd'hui, qu'on peut qualifier entre guillemets de nouveaux. Donc ça nous a permis d'avoir une représentativité relativement intéressante. Et ensuite, dans un troisième temps, finalement, on a eu l'atelier au Forum d'Eveco, où là, on a organisé un atelier avec une 50aine de personnes qui étaient répartis en 2 groupes. Et là, ils ont joué avec le jeu Thème Attractivité, en fait, où on leur proposait 39 de facteurs qui sont potentiellement des facteurs d'attractivité. On leur demandait, sous forme de consensus, parce qu'ils étaient 25 d'un côté dans un groupe et 25 dans l'autre, de nous dire ceux qui étaient nouveaux et ceux qui sont toujours là. Donc, ça a duré 1h30. Et du coup, on voit dans le rapport, on a finalement pu croiser ces résultats, voir où étaient quelque part les consensus et vous présenter les grandes tendances de ce changement des facteurs d'attractivité. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire. Donc, c'est un travail finalement qui est de long cours, en fait, parce que d'abord, il a fallu mettre en place un questionnaire qualitatif où d'abord, on demandait un peu ce que faisaient les personnes dans l'agence pour les entretiens. Ensuite, on leur demandait de nous parler de ce qui avait changé dans les facteurs d'attractivité, mais aussi de leur manière de faire de l'attractivité. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a demandé quand même un temps de réflexion pour avoir un questionnaire qui réponde à nos préoccupations.
Puis après, sur l'atelier collaboratif, c'est une idée de se dire finalement, on a un outil qu'on peut améliorer. Donc, on a amélioré l'outil Canvas pour pouvoir avoir un jeu et faire jouer les participants. Et le questionnaire en ligne, ben, c'est vrai que ça nous a apparu un peu comme une évidence d'utiliser le réseau LinkedIn, LinkedIn, excusez-moi, compte tenu du fait que ben, le CNER est présent sur ce réseau et puis que ça nous permettait de toucher d'autres agences, des gens qui n'avaient pas pu venir au forum d'Aveco, et donc de compléter un peu aussi bien la représentativité, mais aussi de donner la parole au maximum d'agences. Voilà pour la méthode. Je pense que j'ai crois rien oublier. Puis ben, après, il y a de l'analyse textuelle, le traitement, c'est en termes de méthodologie de traitement de ce qu'on a collecté. Si vous avez des questions, on y répondra. Voilà. Merci Lise. Je reprends la parole. Oups, pardon. Voilà. Je reprends donc la parole pour vous parler du premier enseignement de l'étude, qui est finalement un métier de l'attractivité qui est en mutation. Les agences d'attractivité deviennent de véritables chefs d'orchestre territoriaux. Elles collaborent avec les collectivités, les offices de tourisme, les ARS, les entreprises, les habitants. Elles s'adaptent à un environnement plus exigeant, plus complexe. Elles vont structurer leurs campagnes. On va vers des campagnes différenciées, plus segmentées et plus ciblées. Elles vont se servir de marques territoriales qu'elles vont déployer d'ailleurs de façon aussi collaborative. Ces marques territoriales représentent un véritable levier d'attractivité. Mais surtout, on voit émerger une notion clé, l'hospitalité territoriale. Alors cela va de l'accueil de nouveaux habitants à l'accompagnement administratif, à la mise en relation avec des employeurs, en passant par le logement, la scolarité, les loisirs. Alors, je vais citer Paul-Vincent Marchand, qui est directeur de l'agence Attitude Manche, et qui disait très justement, la mobilité est anxiogène. Et quand on y pense, c'est vrai. Parce que changer de territoire, changer ses habitudes, changer ses repères, bah, ça fait peur. Et alors, quand on est accompagné par quelqu'un qui est capable de nous orienter, de trouver des solutions, de nous épauler, ça rassure. Et ça aide la personne à s'ancrer durablement dans le territoire. Et je vais laisser la parole à Lise qui va vous parler de l'attractivité territoriale. Donc, une des premières leçons qu'on a pu voir, c'est que dans l'attractivité territoriale, on avait eu quelques changements. D'abord, on a mis en exergue une concurrence accrue entre les territoires. Donc, du coup, on a moins de projets d'implantation d'entreprises sur le territoire. Donc, du coup, cette concurrence, elle va s'intensifier. D'autre part, on a une modification avec la loi NOTRe qui quelque part, a transféré les compétences de développement économique des régions aux régions et aux EPCI. Et donc, du coup, on a les départements qui jusque-là avaient cette compétence ne plus l'avoir. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'il y avait des concurrences qui s'étaient mises en place entre les EPCI. Et donc, on a des concurrences accrues, mais entre des voisins. Des voisins, par exemple, deux EPCI en Charente-Maritime, là je pensais à Saintes par exemple et à Rochefort, qui vont se retrouver en concurrence pour l'implantation d'entreprises. Mais ce qui est positif aussi, c'est qu'on voit que cette montée de la concurrence, elle modifie aussi d'autres choses, c'est qu'on va avoir des accords de réciprocité entre des villes voisines. Typiquement, par exemple, on a Ariège Attractivité avec Toulouse Métropole, où finalement, ils ont l'idée quelque part, s'ils n'arrivent pas à implanter quelqu'un, enfin une société dans leur territoire, ils le proposent ils proposent à ces porteurs de projets de s'installer sur un petit peu plus loin que le territoire de Toulouse. Et donc, on a une réorientation qui se fait au profit des territoires périphériques, évidemment avec un certain nombre de critères. Donc, cette loi, le nôtre, finalement, elle a rabattu les cartes de l'attractivité. En même temps, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un rapport au travail qui a vraiment évolué et que là, on le sait tous, avec le confinement, on s'est demandé si notre vie, elle avait du sens. Et on s'aperçoit que les personnes, maintenant, vont chercher à télétravailler, avoir de la flexibilité. Et donc, ça modifie complètement le rapport au travail, mais aussi la manière dont les entreprises vont pouvoir proposer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle à leurs salariés. Donc ça modifie évidemment au niveau territorial, ça a des conséquences parce qu'on va vouloir avoir un cadre de vie de qualité
parce on essaye d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et également, on recherche un certain sens et un équilibre dans notre vie, ce qui n'était pas tout à fait le cas. On le note très nettement avec les générations Y et Z. Voilà un petit peu, du coup, une transformation du rapport entre les employés et les employeurs. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus longuement quand on parlera de l'attractivité de talent au résidentiel. Merci. Hop. Alors, l'attractivité économique. Sur le plan économique, on a plusieurs défis à relever. On a d'abord un climat d'incertitude. Alors ça, c'est tout ce qui est politique fiscale ou politique qui freine les décisions d'implantation. Et ça ne s'arrangera pas demain. Au vu de l'endettement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a aussi des ressources plus rares. Alors, les tensions sur le foncier, en raison du ZAN, bien évidemment, l'eau, l'énergie, qui limitent les possibilités et qui vont être finalement déterminantes dans les choix d'implantation. Et puis, on a bien sûr le défi de la bataille des talents, c'est-à-dire que pour qu'une entreprise s'installe, elle doit pouvoir recruter. Or, les tensions sont très fortes dans certains secteurs et certains métiers. Alors, pas tous, heureusement, mais certains métiers. Alors, c'est l'enjeu de la formation locale et de la marque employeur territoriale qui prend tout son sens. Les agences travaillent de plus en plus. Ah, j'ai perdu. Vous avez encore la... Non, on n'a plus le diapo. Non, non. Il a disparu. J'arrive. Je remets, pardon, je suis désolée. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon. Oui. Super, merci. Donc, je reprends. Les agences vont travailler de plus en plus avec les entreprises sur ces aspects-là. Donc, il va y avoir RH, recrutement, qualité de vie au travail, l'image. Car aujourd'hui, l'entreprise et le territoire doivent être attractifs pour réussir. Alors, pour hop, la diapo d'après, ça passe. Voilà, donc on a des facteurs traditionnels qui, eux, restent immuables et ne changent pas. L'accès au foncier, la recherche, l'accessibilité du territoire, tout ça, ça ne change pas et ça reste important. Mais on a des facteurs qui émergent, la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée, la qualité du cadre de vie, l'environnement sain, le climat, sont des facteurs qui prennent de plus en plus d'importance. Et puis, on a en arrière-plan ces clubs d'entreprise qui permettent d'échanger sur les défis actuels et qui peuvent avoir une certaine importance. Et puis aussi les services de proximité, garde d'enfants, services médicaux, qui vont être regardés parce que ça va faciliter les recrutements. Et c'est justement là où nous allons arriver sur l'attractivité résidentielle. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une modification au sein de la société qui est l'effet évidemment de changement, notamment ces préoccupations, on va dire, environnementales, la surcharge virtuelle et environnementale qu'on subit tous dans nos villes. Également, quelque part, cette accélération qui demande le ralentissement et cette prise de conscience qu'on a besoin d'un cadre de vie de plus grande qualité, Je rappelle que en je suis un particulier. webinaire, là, Si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Éteignez tous vos micros, comme ça évitera les conversations qu'on entend en même temps. Et donc, du coup, pour dire ça, finalement, on a un bouleversement qui s'est opéré. On le voyait déjà au début, en 2015, en fait, on le voyait poindre. Mais là, finalement, cette attractivité résidentielle et de talent, elle est quelque part soumise à une nécessité de proposer, que les territoires proposent un cadre de vie de qualité et aussi à un temps de travail qui soit, performant en termes de temps de cerveau disponible pour faire d'autres activités. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui est vraiment recherché. Donc, cette modification de la qualité du cadre de vie et de la qualité aussi au sein de l'entreprise, on y reviendra après. Mais parallèlement à ça, il y a vraiment des freins aussi qui vont s'opérer parce qu'on va voir émerger au-delà de cette appétence pour la qualité du cadre de vie, certains territoires qui se trouvent mis à mal. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à pouvoir s'installer dans certains territoires ruraux parce que l'accessibilité aux services, en particulier médicaux, est très faible. Et donc, et également, la question aussi pour les jeunes générations de rencontrer leurs compagnons ou d'avoir une vie sociale épanouie, étant donné que ces territoires sont très peu accessibles et puis qu'il n'y a pas finalement de vie culturelle assez suffisante.
Également, le frein que vous connaissez tous, là, ça ne sera pas une grande surprise, c'est celui des logements. C'est-à-dire que pour faire de l'attractivité résidentielle et en particulier de talent, il faut pouvoir proposer des logements. Et là, on a une tension sur le marché du logement aujourd'hui qui peuvent obliger même certaines entreprises à proposer à leurs salariés des logements et à fabriquer des maisons elles-mêmes où les salariés pourront prendre des parts dans la société, acheter leur logement ou le louer. On peut passer à la diapo d'après, du coup. Oui. Hop. Et du coup, c'est vrai que quelque part, si on regarde les facteurs pour synthétiser ce qu'on vient de dire au niveau analytique, ben, on a toujours ces fameux facteurs traditionnels, hein, la qualité du logement, l'accès en fait à des équipements et des infrastructures d'enseignement de très haute qualité, l'accessibilité également à un certain nombre de services, comme je disais. Donc, ces facteurs restent présents et sont importants. Mais émergent ce qu'on a appelé des facteurs soft d'attractivité. C'est quelque part ces facteurs qui vont donner une qualité du cadre de vie plus important, un accès aux éléments naturels. Comme je le dis, on est en surcharge virtuelle et environnementale. Donc, on sait que la nature nous fait du bien. Il y a une prise de conscience. Et ce n'est pas anodin que ça aille en même temps avec le besoin finalement d'une offre médicale performante. C'est-à-dire que maintenant, un des facteurs d'attractivité soft, c'est l'offre médicale, la possibilité d'avoir accès à des services de santé, mais des services de santé de qualité et de spécialistes aussi. Donc, on voit qualité de vie, offre médicale, qui n'est pas du tout antagonisme, qui sont finalement peut-être la face d'une même pièce. Voilà pour les talents. Et donc, justement, on voit bien que l'attractivité médicale prend de plus en plus d'importance dans les choix. Le fait d'avoir accès à une panoplie de services médicaux, c'est quand même très important pour attirer des talents, attirer des entreprises et que le territoire puisse vivre tout simplement. Alors, on voit de nombreuses similitudes au final entre l'attractivité résidentielle et l'attractivité médicale. Les médecins issus de la nouvelle génération sont également en recherche d'un cadre de vie agréable et d'un équilibre vie pro, vie perso. Ils n'ont pas les mêmes attentes que leurs aînés. Les déserts médicaux souffrent parce qu'ils ne peuvent pas offrir de plateau technique de qualité, parce que le conjoint doit aussi travailler de façon stimulante. Et puis, nous noterons l'importance des relations professionnelles. Le fait de pouvoir travailler entre pairs est important. Alors, au final, on retient quoi comme facteur clé? On retient les collaborations, le cadre de vie et la qualité de vie, et puis les plateaux techniques. Donc, en conclusion, ce qu'a mis en exergue cette étude, hein, c'est que on doit capitaliser sur l'humain. Donc, comme on l'a dit, aussi bien sur les désirs et les attentes des personnes pour s'installer sur le territoire, mais aussi sur la manière de faire de l'attractivité et les modifications du métier. Donc, on voit que l'agence, en fait, devient la première porte d'entrée du territoire pour les acteurs extérieurs. Il s'agit finalement de réduire les délais d'implantation, de rassurer les investissements, mais comme l'a dit Cindy, ben, on sait que ce changement, c'est le fait de changer de territoire, mais le fait de s'implanter aussi et d'avoir un projet, c'est un moment de très grande tension. Donc, on est censé quand même faire du bien et bien accompagner les personnes, les rassurer. À cela s'ajoute le club, la question des clubs et des réseaux, finalement, le lien social est peut-être un des éléments essentiels pour capitaliser sur l'humain, pour le partage d'expériences. Il n'y a pas meilleure solution que d'avoir quelqu'un qui s'est installé récemment, qui raconte son histoire et son expérience à un prospect. Et à ce moment-là, on peut s'en servir de levier et donc mettre en place, créer de la synergie, notamment face aux défis aussi environnementaux et non pas seulement sociaux, comme je viens simplement de parler. Ensuite, il y a l'attachement territorial qui est un autre levier, c'est-à-dire quelque part l'expérience vécue, elle doit avoir une connotation positive. On a justement certaines agences qui nous ont dit que quand ils ont un touriste qui arrive, en fait, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui va s'implanter sur le territoire après. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment extrêmement important de voir que l'accueil au final sur l'ensemble du territoire peut avoir un effet sur les processus d'attractivité, sur la manière de faire. Donc, on a la création d'ambassadeurs
même après leur départ, ils peuvent rester ambassadeurs du territoire. Voilà, donc quelque part, l'agence capitalise sur l'humain. On a parlé d'hospitalité, mais on est vraiment là-dessus. On replace l'humain au cœur du système économique. Et voilà ce qu'on peut dire en première conclusion. Deuxième conclusion pour Cindy. Alors, là, nous allons devoir relever de nombreux défis. Le premier défi, c'est la transition écologique et le verdissement. Alors là, on parle de sobriété foncière, bien sûr, construction d'entrepôts en hauteur, réduction du nombre de parkings. On va parler de transition écologique. Je ne peux que citer l'agence L'Europe à Nancy qui a recruté des ingénieurs spécialisés pour accompagner les entreprises dans ce cap-là. On parle aussi de verdissement de la ville au sens propre, c'est-à-dire que les gens veulent du vert, ils veulent de la verdure, il faut le réintroduire dans la ville. Et puis, on parle aussi de mobilité douce, covoiturage, transport en commun, qui d'ailleurs peuvent aussi servir comme de solution pour certains territoires ruraux. Le deuxième défi, c'est la crise du logement, comme le disait Lise tout à l'heure. Pour attirer de nouveaux talents ou de nouveaux habitants, encore faut-il pouvoir les loger. Considération basique en soi, mais tout de même. On arrive donc à une crise du logement que vous n'êtes pas sans savoir complexe et multifactorielle. Parmi les idées à retenir, on a les entreprises qui s'impliquent de plus en plus. Elles peuvent proposer des aides au logement à leurs salariés. Elles peuvent investir elles-mêmes d'ailleurs dans des programmes immobiliers pour pouvoir les proposer à leurs futurs recrutements. Les territoires et les agences ont tout intérêt d'ailleurs à entretenir des relations avec les entreprises. Et ça a encore sauté. C'est pas vrai. C'est la Pardon. chaleur. J'y arrive. Je suis là. Est-ce que vous voyez le document? Oui, oui, on le voit. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Très C'est bien. bon. Donc, les entreprises, les territoires et les agences ont tout intérêt à entretenir des relations avec les entreprises du territoire pour faire émerger des idées innovantes et les accompagner dans ce besoin-là précisément. Et puis, le troisième défi, on va parler évidemment de la raréfaction des talents. Et alors là, on va étudier les besoins en main-d'œuvre. On n'est pas. Il y a une corrélation forte quand même entre les lieux d'études et l'installation future des actifs. Ça, toutes les études le démontrent. Alors, je pense qu'il vaut mieux travailler avec les entreprises sur les marques employeurs, mais aussi étudier les besoins en métiers spécifiques sur leur périmètre géographique et implanter des écoles qui répondent à leurs besoins. Et le dernier sujet, vous n'êtes pas sans savoir que l'attractivité médicale fait l'objet en ce moment d'affrontement de plusieurs lois en cours au gouvernement. Alors on parle de régulation des médecins, on parle de numerus clausus à modifier, on parle de beaucoup de choses. Alors j'ai publié cette semaine un article sur le site du CNER qui devrait vous intéresser, qui récapitule le tout et tous les dossiers législatifs que vous pourrez suivre d'ailleurs. Donc régulation ou pas, l'avenir nous le dira. Nous suivrons ce sujet avec grand intérêt. On arrive à la fin de cette présentation. On l'a voulu courte et dynamique. J'espère que ça vous a plu. Nous vous remercions pour votre attention. Et il est venu maintenant le temps de vous faire participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez juste témoigner ou parler de ce sujet, la parole est à vous. Le but, c'est d'être le premier à se lancer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ah, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Alors, attendez, je prends connaissance du chat. Il y a Céline Godefroy, c'est ça? Je ne vois plus sa main, mais elle s'était levée. Ah, Céline, tu veux prendre la parole? Vas-y. Votre micro, comme j'avais demandé de couper les micros, Céline, il est coupé votre micro. Ouais. Ça y est, il fallait que j'appuie sur le bouton. Vous m'entendez? Oui, parfait. Très bien, Vas-y. merci. Non, moi, c'est juste une réflexion. Hier, j'étais à une soirée MEDEF et j'étais avec le responsable du régiment 3e infanterie de Charleville qui me dit on a un souci dans les Ardennes. Bon, c'est pas la caserne que les gens préfèrent, voilà. Et donc, les soldats sont obligés de venir, mais il y a un problème avec les épouses. Donc, c'est 30 personnes par an qui ne suivent pas leur conjoint. Et voilà, je pense que ça doit être aussi mentionné parce que c'est vrai qu'il y a l'obligation pour les hommes et là, pour le coup, ils sont hébergés, donc c'est plutôt positif par rapport au problème de tension que tu disais, Lise. Mais c'est tout, c'était juste une remarque hier et ils font des choses, l'armée. Par exemple, ils ont fait venir Thierry Brognard sur la place Ducal avec un grand show ce week-end pour montrer que les Ardennes, parce que finalement, le colonel est plutôt satisfait des Ardennes, il ne comprend pas bien pourquoi
il y a cette image un peu négative. Et voilà, c'était juste pour pour évoquer ce sujet-là de l'armée, avec les femmes qui doivent aussi suivre sur des territoires qui sont pas tellement choisis, et avec des solutions aussi. Je pense que l'armée, c'est aussi se bouge aussi. Là, ils me disaient pour le 14 juillet, il y a la caserne de Charleville qui va être représentée auprès de BFM, etc. Qui font finalement, je me suis rendu compte, qu'ils faisaient aussi de l'attractivité résidentielle. Et je voulais vous en faire part parce que c'est tout frais, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est vrai que les Ardennes, on est sur un département très vert qui, pour le coup, a des arguments. C'est très verdoyant et très beau. Et je vous incite d'ailleurs à aller les visiter si vous avez un peu de l'occasion. Je suis un peu chauvine, je suis originaire des Ardennes. Alors, je vais répondre à Fleur Malouine qui me demande, vous avez cité Nancy ou Annecy dans le recrutement des ingénieurs. Je cite l'agence de l'Europe qui est à Nancy, en fait, qui est l'agence de la métropole de Nancy. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou poser des questions? Ouais. Je ne sais pas si j'ai été coupée Bonjour. en fait. Ah, David Sauce. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis gestionnaire du foncier et du patrimoine en charge de la revitalisation du centre-ville dans une commune de 22 000 habitants. C'est un nouveau sujet pour moi, mais on se pose la question et des articles que j'ai pu lire dans la presse spécialisée. Le syndrome du rideau baissé, c'est un peu une problématique apparemment nationale pour les centres-villes. Et je voulais savoir s'il y avait parmi vous des expériences un peu signifiantes qui permettent de redonner du souffle à la vie du centre, qui est aussi un espace de vie sociale, qui est aussi un espace de bien-être, puisque la qualité de vie des habitants, ça passe aussi par la diversité de l'offre commerciale qu'on peut trouver en centre-ville. Voilà, donc c'est simplement me poser la question de savoir s'il y avait parmi vous des personnes qui sont confrontées ou chargées de ces problématiques-là. Juste pour répondre et puis donner la parole à ceux qui pourront répondre, en fait, c'est vrai que dans les facteurs, en fait, si on regarde les éléments de bien-être, vous avez tout à fait raison sur la diversité commerciale. C'est un point extrêmement important pour le bien-être des populations. Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est vrai que c'est cette question de l'accès à un certain nombre de services, finalement, elle est englobée dans la qualité du cadre de vie. Et souvent, dans les agences, ce qui sort vraiment en premier dans ce qu'on a comme retour, en fait, d'expérience et des enquêtes qu'on a menées, c'est plutôt cette question de l'accès aux éléments de nature. C'est vraiment ça qui passait qui prenait le dessus et les services médicaux. Mais sur ce que vous dites, c'est vrai qu'une ville morte où il n'y a pas de relations sociales, parce que les commerces, c'est là où on se rend compte et il y aura dans ce cas-là de la diversité, c'est vrai que ça attire pas. Mais c'est vrai que c'est tout à fait pertinent ce que vous dites, Monsieur Sauce, parce que c'est vrai que c'est pas ressorti dans les enquêtes. Alors, c'est une vraie problématique au niveau national, mais c'est pas quelque chose qui a été mis en exergue par les agences. C'est assez étonnant. Peut-être dans le rural où ils nous ont dit qu'il y avait ce problème d'accès à un certain nombre de services et d'équipements. Donc, on le sous-tend, en fait, on le sent, mais c'est pas, ils n'ont pas parlé, par exemple, des opérations cœur de ville auxquelles on aurait pu s'attendre. Voilà. Mais peut-être que parmi les intervenants, il y a des gens qui ont fait cette expérience. Donc, voilà. Nous, c'est juste ce que nous ont dit les agences et puis nos enquêtés. Merci. Il y a peut-être Fleur, voilà. Oui, pardon. Merci beaucoup pour la présentation et d'avoir mis à l'agenda ces échanges. Je suis accompagnée de ma collègue Aspasia qui on travaille ensemble. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre analyse sur la notion même de l'attractivité, est-ce que vous faites vous faites une différence entre la façon dont les grandes métropoles nous représentent, la ville de Nantes par exemple, traite le sujet, et Nantes Saint-Nazaire, oui, pardon, vis-à-vis peut-être de plus petites communes ou agglomérations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une analyse selon la taille des métropoles et leur approche finalement du concept d'attractivité aujourd'hui et demain? Donc, nous avons traité le sujet de façon très générale. Donc, on n'a pas fait ce travail. Il aurait fallu faire un travail plus quantitatif que qualitatif, quelque part, pour pouvoir faire ça, ce qui n'était pas l'objet de l'étude. L'étude était qualitative, c'est-à-dire qu'on cherchait à comprendre un phénomène. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas cette analyse par taille de commune. D'accord, merci beaucoup. Effectivement.
c'était pas du tout notre entrée. Mais en fait, on pourrait relire nos résultats à l'aune de ces deux catégories, de trois grandes catégories. Mais quelque part, comme ça n'a pas été posé spécifiquement, mais on voit émerger des différences. Mais c'est vrai qu'on a eu la même remarque par le journaliste qui nous posait sans cesse des questions entre les petites villes et les moyennes villes et puis les grandes villes. Ce n'est pas du tout notre entrée. Nous, on voulait voir en fait au niveau global parce que l'idée quand même, c'est d'abord d'approcher la question de manière globale plutôt que d'opposer un peu des territoires. Puis dans un deuxième temps, peut-être justement mettre en exergue ces différences. Parce que pour la politique publique, d'abord cherchons le consensus avant le désaccord. Du coup, c'est un peu, comprendre les phénomènes globaux avant de rentrer à des échelles plus fines. Voilà, donc ça pourrait tout à fait être la deuxième étude pour poursuivre ce qu'on a fait là. Ça serait le tome 2, vous avez tout à fait raison. Mais il y a déjà quelques résultats, mais je ne me permettrai pas de vous les donner là parce qu'on n'en a pas parlé avec Cindy, mais moi, je les vois un peu émerger par rapport à mes enquêtes de terrain sur le bien-être. Je vois bien qu'il y a des liens forts et qu'on retrouve certains résultats en termes d'attractivité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres interventions, témoignages, questions? Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous préférez. François Chevillard souhaite prendre la parole. On ne vous entend pas. Vous pouvez désactiver votre micro? Voilà, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Mais voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de l'aménagement du territoire, ou plutôt n'en suis plus un, mais je m'intéresse au développement d'une petite ville de 13 000 habitants située en Bourgogne. D'accord. Et le phénomène que je constate, c'est une tendance évidemment sur pas mal d'années, c'est un déclin progressif du tissu industriel classique. C'est une banalité compte tenu du phénomène de désindustrialisation auquel on a assisté ces dernières années, mais également à côté de ce déclin relatif qui fait mal, déclin relatif mais qui fait mal, une très grande difficulté pour régénérer le tissu d'entreprise. Alors je parle là principalement des entreprises industrielles et des entreprises de services à l'industrie, mais on a également des difficultés dans le domaine du commerce, où nous vivons le syndrome du rideau, des rideaux baissés également, et puis dans le domaine de l'attractivité médicale. Alors, dans ce dernier domaine, il y a des efforts qui sont faits et qui commencent à payer, je dois dire. Mais en ce qui concerne les entreprises industrielles et de services à l'industrie, la situation est extrêmement grave. Et la ville et son EPCI, sa communauté de communes, ne dispose pas aujourd'hui des moyens de formation que vous avez cités, notamment de formation spécialisée. Alors moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de dire comment est-ce qu'on arrête ça, comment est-ce que par l'action et par quelle action on peut renverser la tendance. C'est un truisme, mais c'est quand même bien l'objectif. Est-ce que finalement le travail sur les points forts, sur les nouveaux facteurs d'attractivité que vous avez cités, permet finalement d'obtenir des résultats? Est-ce qu'il y a des exemples? Voilà. Autrefois, les agences locales se tournaient énormément vers la prospection d'entreprises. Oui. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu passé, qu'il faut réinventer cette partie du métier. Donc voilà ma question. C'est comment est-ce qu'on fait pour inverser une tendance à la baisse et une faiblesse dans la régénération du tissu économique local? D'accord. Alors là, c'est une question très complexe et je pense que vous pourriez vous faire aider par l'agence régionale, la ERDFC, que vous connaissez peut-être. Oui.
qui potentiellement peut vous aider à répondre à cette question, parce qu'ils sont très actifs sur leur territoire et très à l'avant-garde dans la mise en place de nombreux services. Nous, à titre, là, nous, dans cette étude-là, nous n'avons pas été aussi loin, donc on ne va pas pouvoir y répondre tout de suite. Mais je pense que la URBFC, il y a des spécialistes là-haut qui pourraient très bien vous orienter et vous aider. Oui, parce que notre angle d'attaque, c'était vraiment est-ce qu'émergent des nouveaux facteurs d'attractivité? Est-ce qu'il en émerge? Parce que cette étude, elle fait suite à une autre étude qu'on avait menée en 2015. Donc, Cindy n'était pas encore au CNER, mais c'était avec Vincent Gaulin, Bourdeau-Lepage, où on avait justement voulu voir là, 10 ans après, s'il y avait des modifications, parce qu'on sentait qu'il y avait des changements. Mais c'est vrai que, comme on le disait aux personnes de Nantes, donc c'était Fleur, je pense, évidemment, on n'a pas travaillé exactement sur le type de territoire, ni sur le type de solution, en fait. Donc, vous voyez, vous nous donnez la tome 3 possiblement de cette étude. Donc, le 2 sur des différences territoriales, de type de territoire, et puis le 3 sur différentes solutions qui pourraient être apportées. Mais c'est vrai, des solutions concrètes, là, sur votre cas particulier, on n'en a pas. Elles seront trop globales, ce qu'on pourrait vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chevillard. Oui, non, mais votre étude est très intéressante et je pense qu'elle peut être une base pour l'action. Maintenant, l'action, c'est comment on oriente l'action vers le ralentissement du déclin et la régénération du tissu industriel. Parce qu'il y a quand même bien un phénomène de déclin. C'est vrai. Bon, merci beaucoup. Virginie Boulanger, vous souhaitiez intervenir, je crois. On ne vous entend pas. Alors, le micro, hop. Il faut remettre votre micro. On ne vous entend pas du tout. Voilà, je suis désolée, il doit avoir un peu chaud. Voilà. Bonjour, moi je suis de l'agence d'attractivité de la Moselle et on travaille sur un dispositif qui s'appelle Viens, reste et reviens en termes d'attractivité résidentielle. On se questionne sur le rôle de l'enseignement supérieur. Et je voulais voir quel était votre avis sur le sujet. Parce que parfois, là, en plus, quand on voit Parcoursup, on se rend compte que parfois, on va faire des études dans des lieux qui ne sont pas forcément notre choix de cœur au niveau résidentiel. Et on peut tomber en amour, comme disent nos amis québécois, d'une région parce qu'on la découvre, parce qu'on va y faire un stage. Voilà, donc nous, on travaille sur toute cette mécanique-là et je voulais voir si de votre côté, au niveau de l'étude, c'est quelque chose que vous avez pu constater. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste anecdotique ou une vraie tendance? Parce que je crois vraiment que, surtout dans nos parcours personnels et professionnels, on se dit qu'il y a la ville où on est né, il y a la ville où on a étudié parfois pour certains d'entre nous, et il y a des attachements particuliers. Donc voilà, je voulais évoquer ce sujet avec vous et voir si vous aviez des pistes de réflexion. Cindy, tu peux répondre ou je peux donner juste un petit élément? Tu peux, je reprendrai si… Oui, du coup, là, effectivement, ce que vous dites, Madame Boulanger, c'est tout à fait juste, en fait. On a vu émerger finalement cette question de je pars, je reviens et en lien justement avec la découverte d'un territoire. Donc, on a parlé par exemple du fait que quand on a des touristes, potentiellement, ça peut être un prospect, mais quand on a des étudiants, on a le même phénomène en fait qui s'observe. Et c'est vrai que c'est très particulier aux générations Y et Z. Parce que comme elles cherchent en fait des lieux où leur vie peut avoir du sens et un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi ce que je disais tout à l'heure, la question de la relation sociale, du maintien du lien social, quelque part d'avoir découvert une région quand on est étudiant, si on a arbitré entre deux régions, on choisira celle où on a souvent été faire des études si ça s'est bien passé. Donc je pense que en termes d'action publique, en fait, c'est peut-être un levier assez intéressant, en particulier avec les nouvelles générations. C'était peut-être moins vrai pour nous, Quinca ou Quadra, mais en tous les cas, je pense que là, on a quelque chose qui se joue. Après, on ne peut pas généraliser, enfin, on ne peut pas dire que ça s'applique sur tous les territoires, mais sur certains, c'est vraiment prégnant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Cindy.
Oui, je pense que l'enseignement supérieur, c'est très bien, c'est une très bonne piste, mais il faut aussi regarder aussi du côté de l'enseignement professionnel. Parce on est quand même en manque de main-d'œuvre parfois très spécifique qui ne nécessite pas forcément un bac+10, si je peux me permettre. Oui. Donc, il faut aussi regarder finalement quels sont les métiers qui manquent sur votre territoire. Et après avoir fait ça, vous saurez aussi quel type d'école il faut tabler quoi, pour former la population sur place. On a l'exemple dans le Nord, je voudrais pas dire d'erreur, mais il y a une agence qui a fait ça. Alors, voilà, je dirais pas le nom de l'agence, mais qui justement s'interroge sur les besoins sur le marché du travail et ouvre en fait des formations en lien avec les universités et les entreprises qui vont s'implanter. Donc, il y a un processus de type, maintenant ça me revient, je connais pas le nom de l'agence, mais je crois que sur le territoire de Dunkerque, ils sont assez forts là-dessus. Voilà, là, il n'y a pas d'erreur sur Dunkerque. Par contre, sur l'agence, je ne dirais rien d'autre. Mais allez regarder ce qu'ils ont fait. Et du coup, c'est vrai que c'est ce que dit Cindy, une adéquation entre finalement les manques qui vont être potentiels sur le territoire et puis proposer des formations en adéquation. Et dans ce cas-là, vos étudiants qui viennent de loin, peut-être qu'ils vont rester s'ils ont un travail à la suite. Du coup, Oui. on boucle en fait le processus. Merci beaucoup. Monsieur Sauce, vous souhaitiez reprendre la parole? Oui, peut-être une réflexion à la croisée de ce que disait M. Chevillard, Mme Boulanger, puisque pour préciser, donc moi je suis dans une commune de 22 000 habitants, donc on n'est pas dans la ruralité, hein, c'est une ville à taille humaine, mais qui est située entre Marseille et Aix-en-Provence. Donc avec à proximité une dizaine de kilomètres, le plus grand centre commercial d'Europe qui est Plan de Campagne. Voilà, donc, ce qui peut aussi expliquer l'impact sur l'économie locale en matière de vie des commerçants de proximité. Mais on est aussi un territoire qui a été fortement empreint d'industrie, hein, puisqu'on on a une centrale, encore une des dernières centrales thermiques, donc il y a un patrimoine industriel fort avec l'extraction minière. Et puis, on a une usine aussi qui fabrique de l'alumine, donc qui était bien connue sous le nom de Péchiné, où aujourd'hui propriété d'Alteo, qui fait de l'extraction de l'alumine à partir de la bauxite. Et en fait, on a un territoire qui est en pleine reconversion depuis plus de 20 ans, la dernière à la fermeture du dernier puits d'extraction minière, et on a projeté justement cette reconversion vers des nouvelles filières. En tout cas, on accueille depuis une vingtaine d'années une école d'ingénieurs en microélectronique et en informatique. Alors, j'imagine que l'impact en matière de rester sur le territoire après ses études, c'est du long cours. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent, des ingénieurs qui arrivent de partout sauf de Gardanne, hein, puisqu'on accueille des élèves de l'international, donc forcément, on a à peu près entre 90 et 100 élèves qui arrivent chaque année, hein, c'est des promos de 3 ans. Mais très peu s'ancrent finalement sur le territoire, hein, puisqu'ils voilà, c'est un lieu d'études éphémère, mais il y en a à la marge, hein, qui restent ici, mais il y a quand même un décalage entre ce patrimoine industriel avec une qualité de vie certaine et des élèves qui font que passer finalement et qui ne se retrouvent peut-être pas forcément dans le paysage parce qu'il n'a pas été construit comme Aix-en-Provence, par exemple, qui est une ville étudiante au possible. Donc là, il y a réellement un ancrage un peu plus localisé. Voilà. Mais donc, voilà, c'était un petit partage sur comment on peut mettre en perspective des choses. Donc, c'est vrai qu'on a une école qui est à la pointe, hein, mais en même temps, on n'a pas forcément aujourd'hui, on ne recueille pas encore les fruits de cette implantation et de ce mouvement, en tout cas, de ce nouveau visage que connaît la ville de Gardanne. Merci beaucoup. Là, il faut peut-être s'intéresser à tout ce qui est loisirs pour essayer de les faire ancrer durablement dans le territoire. Et il y a la question de l'image aussi sur ce territoire. L'image, je crois que j'ai entendu parler de votre cas, en fait, il n'y a pas si longtemps, lors d'une conférence que j'avais donnée. Et c'est vrai que dans les discussions en off, on a parlé justement de votre cas. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question-là, peut-être la modification de l'image, et puis peut-être créer des expériences, comme je disais, ou des éléments qui pourraient un petit peu plus attirer. Mais c'est vrai que
certains territoires, malheureusement, des fois, les jeunes, en fait, ne s'imaginent pas dans l'immédiat s'y implanter parce qu'il leur manque certains éléments constitutifs de leur bien-être, en fait, tout simplement dessus.